Merci d'être présent pour ce webinaire sur le thème de l'automatisation intralogistique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&R. Nous ferons un plaisir d'y répondre, soit pendant le webinaire par écrit, soit à la toute fin des deux interventions par oral. Avant de passer la main à nos deux intervenants, j'aurais aimé vous donner quelques chiffres pour mettre en perspective le thème du webinaire d'aujourd'hui. Donc, ces chiffres, ils proviennent d'un rapport du Commissariat général du développement durable et ils sont basés sur des données de 2016. Donc, il y a eu 1700 répondants à cette enquête, dans laquelle on apprend que seuls 5% des entrepôts logistiques réalisent au moins une opération logistique à partir d'un système entièrement automatisé. On apprend aussi que 37% réalisent une opération automatisée sous contrôle d'un opérateur humain et que 61% déclarent ne jamais avoir automatisé une opération logistique. Néanmoins, entre 2015 et 2016, on sent que la tendance est en train de s'inverser puisque 59% déclarent avoir mis en place un nouvel équipement allant dans le sens de l'automatisation. Bien évidemment, cette automatisation, elle a toujours pour but d'être plus efficient dans ses process ou de réduire la pénibilité pour les opérateurs humains. Donc pour ce qui est des interventions, dans un premier temps, Erwan Denis, consultant chez Intralog Logistique, va nous parler de manière générale des technologies intralogistiques, de leurs spécificités et de leurs cas d'application. Puis dans un second temps, Olivier Menanto, qui est responsable de site logistique chez Gémeaux, nous présentera un cas d'usage donc particulier qu'ils ont mis en place dans son entreprise, qui consiste en fait en l'adaptation d'un transstocker qui était à la base utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour stocker des boîtes à chaussures. Donc, il nous expliquera un peu comment s'est déroulée la mise en œuvre à travers des réussites, mais aussi des difficultés rencontrées. Et si vous avez en tête d'automatiser une partie de votre procédé logistique, ce webinaire doit vous servir à vous orienter sur les différentes technologies disponibles et à vous donner quelques clés pour réussir votre projet. Donc, sans plus tarder, je vais passer la main donc à Erwan qui va nous faire sa présentation. Bonjour à tous. Je suis Aaron Denis, consultant en intralogistique, donc dans la société Intralog Consulting, qui est une société de conseil qui accompagne des clients de toute taille vers de l'automatisation et on peut aller d'une organisation traditionnelle vers une organisation automatisée. Et le but du jeu est d'accompagner et de faire la bonne sélection à la fois des partenaires et puis des différentes technologies qui seront pertinentes pour traiter le flux des clients. Et puis également, Intralog Consulting a développé un WMS, ça fait maintenant une bonne année. Et donc, c'est un WMS en ligne avec une possibilité d'avoir une gestion des flux relativement simple puisqu'elle n'implique pas d'infrastructures lourdes en termes de hard, puisque tout est basé sur le web en mode SaaS. Donc, on va parler ce matin des technologies, des nouvelles technologies intralogistiques et de leurs usages. Les objectifs qui sont recherchés bien souvent par les utilisateurs sont d'avoir une densification du stockage et des zones d'opération, parce que bien évidemment, les mètres carrés de bâtiments coûtent cher, et plus on peut densifier le stockage et les zones de travail, et plus on obtient une efficacité opérationnelle en limite les déplacements. L'objectif est également d'améliorer la qualité de prestation. Bien souvent, quand on automatise, on ajoute des détrompeurs ou des systèmes qui permettent d'éviter les erreurs et d'assurer de préparer le bon produit pour le bon colis ou la bonne commande. Également, ça permet de supprimer et donc de diminuer les temps de déplacement que l'on peut avoir à travers de l'automatisation des déplacements ou à travers un raccourcissement des distances parcourues. Également, ça permet de traiter des opérations complexes, des opérations qui impliquent beaucoup de calculs ou qui impliquent des postures qui sont pas évidentes à respecter. Donc, la technologie permet d'atteindre ces niveaux de complexité. Augmenter le Excuse-moi, service Erwan. client. Oui, Excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Tu n'as vas-y. pas lancé ton PowerPoint? C'est voulu ou... Alors, non, c'est pas voulu. J'accède à la fenêtre de partage. Ah voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Tout le monde voit bien le PowerPoint? N'hésitez pas à réagir dans l'onglet discussion. J'ai toujours pas l'encadré autour, mais bon, si on me dit que c'est bon.
Donc, accélérer les opérations, supprimer, alléger les activités pénibles, puisqu'on peut les transmettre à des robots qui se chargeront de le faire. Optimiser les emballages. On en parlera sur la fin de la présentation avec la partie packing. Et puis, réduire leur prise au sol et les consommations énergétiques. C'est aussi un des intérêts des technologies nouvelles. Et puis, bien sûr, accroître la sécurité, puisque maintenant, les différents équipements autonomes sont dotés de capteurs qui permettent d'avoir une meilleure cohabitation entre des engins ou des équipements mobiles avec des êtres humains. Alors, les activités qui sont en mutation, donc pour la partie gestion pilotage, on a bien sûr l'ERP qui dialogue maintenant beaucoup et bien souvent avec des WMS qui sont localisés dans les entrepôts et une brique WCS et ou MES qui va se charger de la communication avec les différents sous-systèmes, donc qui peuvent être je les ai regroupés dans 4 familles qui sont en constante évolution. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu l'émergence de beaucoup de nouvelles technologies de plus en plus simples et de plus en plus souples à mettre en œuvre, qui interviennent au niveau du transport, du stockage, des opérations, et puis au niveau de la partie de l'emballage, donc du packaging. Et bien sûr, tout ça doit bien s'orchestrer et doit bien être interopérable pour que chaque maillon puisse transmettre au maillon suivant les marchandises. Donc la partie transport, elle a beaucoup évolué avec les engins qu'on appelle les AGV ou les AMR, qui sont des véhicules autonomes qui peuvent se déplacer. On a une prévision de croissance de 11% jusqu'en 2026 et on commence à avoir une forte pénétration dans les PME parce que ce sont des équipements qui deviennent de moins en moins coûteux et de plus en plus simples à mettre en œuvre. Avant, il fallait avoir l'intervention d'équipes spécialisées. Maintenant, un équipement comme celui qui est représenté en bas au niveau du roulage, qui est un robot MIR, il est vendu avec une tablette et on peut en quelques secondes l'initialiser, c'est-à-dire qu'on le pose dans son environnement. Il va faire avec ses lidars une cartographie des différents obstacles qu'il peut rencontrer autour de lui. Et puis, on peut lui indiquer, rien qu'en cliquant sur la tablette, le point A, le point B, et il va s'assurer de faire la relation entre les deux points. Donc, ça devient extrêmement simple à mettre en œuvre et on n'a plus forcément besoin d'équipes qui soient disponibles sur le temps d'ouverture de l'équipement. Les équipes de maintenance du site peuvent le gérer. Donc, c'est un marché qui est dopé par une offre de plus en plus riche. Chaque constructeur maintenant, et on a même l'émergence de beaucoup de startups qui proposent ce type d'outils. On a des technologies lithium-ion qui sont de plus en plus accessibles également en termes de coûts et puis qui offrent des recharges rapides. On peut faire du biberonnage pour avoir une disponibilité des équipements qui est supérieure. Et on a des technologies de guidage sans infrastructure, donc on utilise beaucoup l'odométrie et puis la vision. Donc on n'a plus forcément besoin d'avoir un impact sur la partie infrastructure du bâtiment ou de poser des réflecteurs à tous les endroits. Maintenant, le robot est capable de se géolocaliser à travers des obstacles qu'il va détecter et il est capable d'apprendre par lui-même pour s'adapter à une configuration qui viendrait à évoluer. Et puis bien sûr, comme on l'évoquait tout à l'heure, meilleure cohabitation avec l'humain. L'équipement va systématiquement se mettre en repos ou va se mettre en arrêt dès qu'il va intervenir près d'un humain. Donc, on a 3 types de technologies qui sont utilisées au niveau du transport. Il y a les engins de roulage comme ceux qu'on peut voir avec le MIR 500 qui est à gauche. Sur la partie centrale, on a des engins qui nous permettent de faire du gerbage sur des hauteurs qui peuvent aller jusqu'à 5-6 mètres, par exemple. Et puis ensuite, on peut aller sur de la grande hauteur jusqu'à 16 mètres. Là, je vous ai montré le Kamatic, qui est un engin 3D qui peut évoluer dans des allées étroites et qui est 100% autonome pour arriver à faire du stockage de masse, de palettes. Alors, bien sûr, ça implique d'avoir des palettes, lorsqu'on est dans ce cadre-là, des palettes de dimensions très normalisées, sans charge débordante, avec une flexibilité qui est un peu plus limitée par rapport à des engins traditionnels. Alors pour la partie stockage, je vous ai représenté sur une carte les différents équipements qu'on peut utiliser dans les entrepôts. Je les ai représentés sur 2 axes. Un axe qui va être sur la performance et puis un axe qui va être sur la densité. Alors bien sûr, la performance, elle devient de plus en plus difficile à cartographier parce que finalement, de plus en plus, les équipements qui arrivent sur le marché sont scalables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire évoluer leur niveau de performance en fonction du nombre d'équipements actifs qu'on va rajouter à l'intérieur. C'est-à-dire que plus on rajoute de robots dans un système et plus on va pouvoir traiter de flux. Donc, on va commencer à gauche par la partie étagère statique, donc étagère traditionnelle, qui offre une densité qui est très modérée, à faible et des performances qui sont limitées, puisqu'on est à peu près sur un nombre de picking à 80-90 pickings par heure et par personne. Le rack traditionnel qu'on connaît tous, qu'offre un niveau de densification qui est un peu supérieur,
des performances qui, par contre, ne sont pas forcément pour le coup très, très élevées. Le dynamique permet d'aller chercher un petit peu plus la performance parce qu'on utilise un plan gravitaire et les personnes qui vont faire le rechargement vont être différentes des personnes qui préparent et on peut avoir une coactivité entre les deux types de métiers, remplissage et picking, chacun de son côté, et on ne vient pas se perturber pendant que l'autre fait ses opérations. Ensuite, on a les mini-loads, aussi appelés sous le nom de transtockers pour transporter des charges légères. Ce sont des équipements qui peuvent aller pour une allée entre 140 et 160 cycles d'entrée-sortie, donc pour un coût qui est à peu près de 400 000 € par allée. Donc, on a une densification qui tend à aller vers moins d'allées et plus d'espace de stockage et des performances qui vont s'accroître. Le Cardex, qui n'est pas tellement nouveau, mais qui offre aussi un certain nombre d'avantages pour des produits qui sont de petite taille. On en parlera, on sera dans le monde de la chaussure tout à l'heure, donc je voulais vous parler de Magazino, qui est un équipement, un robot autonome qui permet d'aller déposer et chercher des paires de chaussures directement dans des rayonnages traditionnels, donc des étagères statiques comme celles qu'on a vues tout à l'heure à gauche. Ensuite, on a des équipementiers tels que Greyrange ou Scalog, dont je vous montrerai une vidéo tout à l'heure, qui permettent de déplacer des étagères. Donc, on a des petits robots qui vont se loger sous les étagères et qui vont ramener l'étagère sur un poste de préparation. Donc là, on gagne à peu près 30% de stockage par rapport à des étagères traditionnelles. Une startup qu'on verra en vidéo, enfin, tout à fait startup, puisque ça fait maintenant 5 ans qu'ils ont sorti leur produit, qui est assez intéressant en termes de scalabilité, donc qui est Exotech, qui offre un petit peu plus de performance également. Et la performance, elle est conditionnée par le nombre de robots qu'on va injecter dans le système. Équipement qui est extrêmement dense, qui est l'AutoStore, qui lui est un bloc de boîtes de bacs de stockage qui vont être empilés les uns sur les autres et qui permet d'avoir une densité qui est absolument extrême, puisqu'on n'a quasiment pas d'espace vide entre les bacs. Et ça permet d'avoir une densification du stockage qui est poussée à l'extrême. Et puis, en dernier lieu, on a les One Level Shuttle, comme l'OSR de Knapp, le Stingray de TGW, le QB de Schaeffer, et puis le Multi-Shuttle de Dematic, qui permettent, eux, d'avoir une vitesse de préparation qui est très élevée, puisque par allée, on peut arriver à peu près entre 500 et 800 bacs qui sont fournis. Et donc, c'est le système aujourd'hui qui est le plus performant sur le marché, en termes de vitesse de sortie, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne notamment la partie One Level Shuttle, il peut être utilisé à la fois en termes de stockage, c'est-à-dire que c'est une réserve de bac, mais on peut aussi s'en servir en utilisation de buffer séquenceurs, c'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de faire des opérations de palettisation complexes, je pense à de la palettisation hétérogène par exemple, on peut être amené à vouloir bufferiser ces colis pour les reséquencer ensuite dans un ordre dans un ordre souhaité, en fonction du poids des colis. Par exemple, si on veut mettre sur une palette les colis les plus pondéreux en dessous et puis monter par les colis les plus légers ensuite, le One Level Shuttle permet de les accumuler et ensuite de les servir dans un ordre qui aura été déterminé lors du calcul de l'algorithme de palettisation. Je vous ai fait une petite vidéo des différentes technologies qui sont de plus en plus utilisées sur le marché européen et également sur le marché français. Donc, le premier exemple, c'est AutoStore, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on dispose de colonnes de bacs qui sont les uns sur les autres. Donc, et en surface, on a des robots qui vont aller plonger dans les colonnes pour aller récupérer les différents bacs et ensuite les servir sur des postes de picking. Donc, équipement relativement intéressant en termes de densification, parce qu'on a un bloc qui est très, très, très compact, et on peut loger plus de 5000 bacs sur une zone de 350 mètres carrés. On a des choses relativement intéressantes. PTS de Savoie, là, on est sur du One Level Shuttle. Savoie est un équipementier français basé en Bourgogne. Et là, sur ces allées, donc on dispose, je vais mettre sur pause la présentation, les bacs sont répartis à gauche et à droite de la partie navigation des AGV. On a un AGV par niveau. Alors, il est aussi possible d'avoir des modes roaming, c'est-à-dire que la navette va prendre l'ascenseur pour passer d'un niveau à l'autre, mais ce n'est pas le cas le plus répandu. Généralement, on a une navette pour assurer chaque niveau. On a éventuellement de la double profondeur au niveau du stockage. Et donc, les navettes vont se charger d'aller chercher les différents contenants de marchandises pour les apporter ensuite sur une transitique qui va se charger de faire la synchronisation avec les postes de travail pour alimenter
une station de picking avec un bac dans lequel on a la marchandise et pour aller vers le colis du client. Donc, une allée peut fournir jusqu'à 500 à 800 bacs par heure et puis desservir des postes de picking. Généralement, la vitesse qu'on obtient sur ces postes de picking, elle varie entre 250 et parfois 500 à 600 picking en fonction de la complexité de prélèvement. Est-ce qu'il y a du comptage ou du pesage? On aura plus ou moins de vitesse. Et donc, voilà, là, on a vu au niveau du poste qu'on a eu une synchronisation entre le bac dans lequel on va prendre la marchandise et le carton du client dans lequel on va déposer la marchandise. Et une fois qu'on valide le picking avec les boutons qui sont devant le poste, on peut avoir également une inclinaison des différentes charges pour optimiser l'ergonomie. Et donc, ça permet vraiment d'avoir ce qu'on appelle du goods to man, c'est-à-dire que c'est la marchandise qui vient à l'homme et on limite ainsi les déplacements et on accroît la vitesse de préparation. Et on peut avoir également un impact sur la qualité, puisqu'il est possible de faire la tare à chaque picking, ce qui permet de s'assurer qu'on a déposé la bonne quantité de marchandises à l'intérieur de chaque carton. Voilà pour la partie PTS. Ensuite, on a le Skypod d'Exotech, qui est un peu dans le même esprit, avec donc un côté complètement scalable. C'est-à-dire que le jour où votre référencement évolue, vous avez besoin d'héberger plus de références, vous allez pouvoir augmenter le nombre d'allées, le nombre d'échelles. Et le jour où votre flux évolue, c'est-à-dire que vous avez besoin de faire plus d'entrées et de sorties, vous allez rajouter des robots. Et donc, il y a un découplage au niveau de ces fonctions qui permet d'agir sur l'un ou l'autre des leviers. Et donc, les navettes vont aller chercher différents bacs dans les hauteurs de stockage, effectuer le roulage au sol et alimenter les bacs directement sur les stations de picking, où l'opérateur va prendre la marchandise pour la déposer dans le carton du client. Ouais, pour Exotech, qui est une start-up du nord de la France. iRobotics, qui sont des Chinois, qui proposent un concept qui est relativement intéressant et adaptable à pas mal de situations, puisqu'on est sur une base de stockage statique où on va disposer différents bacs. On peut monter à une hauteur de 5-6 mètres. Et donc, différents robots vont aller chercher plusieurs bacs en même temps, vont les disposer dans leur accumulateur vertical. Et ensuite, on va récupérer ces différents bacs dans une station, enfin dans le Ayport, et les bacs vont être mis au niveau par cette station et puis acheminés sur les différentes stations de picking. Donc là, ça illustre bien la souplesse maintenant de mise en œuvre de ce type d'équipement. On n'est plus forcément obligé de concevoir le bâtiment pour, enfin c'était le cas dans les mini-loads ou dans les transstockers, où il fallait des heurtoirs, il fallait concevoir des massifs pour pouvoir encaisser la charge des mâts. Là, maintenant, on a des choses qui sont très souples. On peut mettre ça dans n'importe quel bâtiment et c'est très, très évolutif. Ça illustre très bien la tendance des différents équipements qui arrivent sur le marché. Et en dernier exemple, avec les robots Bobby de Scalog, donc, alors Scalog est une société française qui a la possibilité de déplacer des étagères. Donc, des robots mobiles vont se positionner sous les étagères, prendre les étagères pour les acheminer sur un poste de préparation. Au niveau du poste de préparation, on a du put to light, enfin pick to light, put to light, ou spot to light, pardon, où on va indiquer l'endroit dans lequel on va prendre la marchandise, et puis ensuite on dépose en pick to light dans un put to light, pardon, dans les étagères pour pouvoir déclarer la dépose du produit. Donc ça, ce sont des équipements qui sont dédiés maintenant. Avant, on était sur des équipements qui étaient relativement onéreux. Là, de plus en plus, on vient réduire le coût de ce type d'infrastructure. Et maintenant, c'est à la portée de toutes les PME. En termes de timing, Erwan, il va rester 3 minutes. Oui, ok, très bien. Pour la partie opération, on a une évolution qui va vers la robotisation du picking. Alors, il y a une grosse complexité derrière ça. Pour l'instant, c'est assez expérimental et on a peu de cas d'usage en réalité. L'objectif est d'arriver à utiliser la vision. Je vais passer très rapide sur une petite vidéo qui démontre que on vient, avec un système Boost2Man, par exemple, apporter un bac sous une tête de picking.
On a des caméras LiDAR qui sont, alors ça va vraiment généraliser, parce que maintenant le coût il est très modéré. J'en ai acheté une de ce type-là. On est à 300 € la caméra, et c'est une caméra qui est capable de fournir une cartographie, un nuage de points de la position de chaque élément, avec une vue également RGB qui permet d'identifier les différentes pièces dans un contenant, pour indiquer au robot quelle est la position de la pièce et lui indiquer quel est l'angle sur lequel il va devoir venir faire l'appréhension. Et puis ensuite, le robot généralement apprend par lui-même, c'est-à-dire qu'il est capable, en fonction des différents échecs qu'il a pu avoir, j'ai perdu ma prise, j'ai raté ma dépose, il va apprendre au fur et à mesure pour faire mieux les fois suivantes. Donc ça, c'est pour la partie prélèvement automatique. La palettisation, dépalettisation, qui se généralise beaucoup, et on voit de plus en plus de projets en France grâce au fait que ce sont des technologies qui sont de moins en moins coûteuses. Par exemple, on a un robot cartésien à gauche qui permet de faire l'appréhension avec 4 axes du carton et de disposer sur un certain nombre de palettes et d'évacuer ensuite ces palettes à travers un système shuttle. Et puis, alors là, on est dans le cadre de palettisation homogène, c'est-à-dire qu'on aura toujours le même type de carton qu'on va déposer sur les palettes. Et sur la partie droite, on a de la palettisation hétérogène. Alors ça, c'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on arrive à pouvoir imbriquer, c'est ce qu'a fait Fives Sileps, on arrive à imbriquer différents types de charges sur une même palette avec des algorithmes de calcul qui sont extrêmement pointus, parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en considération. Et ensuite, on a des robots qui arrivent à déposer ces différentes charges sur la palette et en assurant une excellente stabilité. Pour la partie packing, on a 2 types de systèmes que l'on voit de plus en plus au niveau des entrepôts. Alors, celui de gauche est très présent. Il consiste à réduire la hauteur des cartons pour optimiser le volume transporté, éviter que les transporteurs puissent avoir trop de vide dans leur camion. Donc, avec des équipements type B+, E3 Neo ou la Givaro de Savoie. Donc, on part sur une base standardisée. On va venir palper à l'intérieur du carton la hauteur des différents produits, et ensuite, on va adapter la hauteur et couper le carton pour limiter donc le vide qu'on peut avoir à l'intérieur. Et puis, sur la partie droite, machine qu'on voit un peu plus rarement, mais qui tend à se développer. Elle est présente notamment chez Cdiscount. C'est la Cadian CVP 500. C'est un équipement qui va adapter le carton autour des produits qu'on aura à l'intérieur. Donc là, on a vraiment une optimisation du papier qu'on va utiliser, et puis on vient vraiment limiter à l'extrême le vide qu'on peut avoir. Pour la partie gestion et pilotage, alors pour conduire ce type de projet, on a maintenant toute une multitude de différents équipements qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation. Et le but du jeu est d'arriver à les marier entre eux. Et bien souvent, il est impératif de passer par la modélisation et la simulation, parce qu'elle permet d'éviter d'avoir des phénomènes de résonance ou d'interférence entre les différents équipements. Et donc, les avantages de la création d'un modèle, c'est de simuler les équipements et les flux entre eux, avec des paramètres qui sont parfois très complexes sur les temps d'ouverture, les vitesses, les temps de pause, les temps de chargement des différents AGV, etc. Possibilité d'injecter des flux réels, c'est-à-dire qu'on peut prendre le flux des clients sous fichier Excel et puis l'injecter dans le modèle pour représenter les commandes telles qu'elles arrivent à l'heure à laquelle elles arrivent. Ça permet de limiter l'incertitude au démarrage et pendant les phases de ramp-up. Ça permet d'anticiper l'appropriation des processus et des lieux par les équipes. Ça aide à la formation, et puis ça permet de visualiser et de se projeter sur les différents indicateurs qu'on peut avoir. Donc la simulation, c'est quelque chose qui est relativement coûteux, mais par contre, on y trouve une contrepartie, parce qu'on identifie plutôt les goulots d'étranglement, et puis ça permet également, lors d'une phase de montée en puissance, d'identifier quels sont les points critiques que l'on peut avoir. Et puis bien sûr... Erwan, oui. Ouais, je vais t'inviter à conclure rapidement. On y est. Donc, gestion et pilotage. Un petit mot juste pour dire que toute la partie qui va maintenant être l'enjeu de la coordination des différentes opérations, c'est le WCS, ou ce qu'on appelle maintenant l'orchestrateur, qui va permettre de dialoguer avec chacun des équipements pour arriver à lui donner des ordres aux AGV, aux machines, aux différents engins qui vont traiter la préparation de commandes, et aux différents robots. Et donc là, il y a vraiment une brique qui est critique, qu'il faut bien sélectionner, et qui peut même être une brique qui est développée en interne, qui va s'occuper de dialoguer avec les différents équipements via des API pour arriver, encore une fois, à synchroniser et orchestrer les flux. Voilà pour un état des lieux des différentes technologies qui sont utilisées de plus en plus en entrepôt. Très bien, Erwan. Merci beaucoup pour ta présentation. N'hésite pas, si tu veux commencer à répondre aux questions dans l'onglet questions-réponses, peut-être par écrit, le temps que Olivier nous fasse sa présentation. Donc Olivier, on va te passer la main.
Bonjour à tous. Alors, je vais mettre la présentation. Oui, tu la diffuses toi-même ou je la diffuse pour toi? Ouais, je vais essayer, je vais voir si ça fonctionne. Ok. Tac. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez un problème sur la visualisation de la présentation ou si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez la présentation? Ça a l'air de marcher. Pour moi, c'est OK en tout cas. Du coup, moi, je vais vous parler d'une application donc, qu'on a réalisée donc, chez Gémeaux sur le site logistique chaussures. Alors, je vais vous expliquer un peu tout l'historique jusqu'à aujourd'hui, toutes les différentes étapes avec les réussites et puis les difficultés, étape par étape. Alors, les enjeux. L'enjeu, donc le début, ça a commencé en 2015. Il y a eu une convention Gémeaux en 2015 avec une stratégie à 5 ans, à horizon 2020, sur différents axes. Donc, le premier a été de définir, donc, de planifier et d'améliorer la visibilité de notre organisation, donc sur la distribution de la chaussure, avec trois autres points. Donc, avec le premier qui était d'accélérer les flux de marchandises. Donc ça, c'était vraiment un axe qui était plus côté transport, de développer des plateformes régionales pour accélérer la distribution. Sur le pavé, donc le pavé à droite, structurer une supply chain, donc c'était de structurer une supply chain. En 2015, il n'y avait pas de cellule supply chain, il y avait une activité logistique, mais pas de cellule supply chain. Donc, c'était de constituer vraiment une cellule supply chain pour piloter tous nos flux logistiques. Et puis, donc, le dernier point qui était de fluidifier les opérations de nos différents sites logistiques. Donc, sur notre organisation chez Gémeaux, on a la partie textile et la partie chaussures. Donc, on a deux sites logistiques qui sont, enfin, deux sites. Donc, tout part d'un seul site logistique pour la chaussure et tout part d'un seul site logistique sur le textile. Donc, sur le textile, ils ont déjà automatisé eux, avec un trieur automatisé. Et puis, donc, nous, on est sur le site de logistique de chaussures. On a fait un projet donc, pour automatiser toute la partie préparation. Alors, ces opérations-là, donc, il y avait deux axes majeurs. Donc, c'est vraiment réduire le time to market pour améliorer le chiffre d'affaires dans les magasins. Et puis, le second point, c'était vraiment d'accélérer les flux en maîtrisant les outils logistiques et en maîtrisant les coûts également. Donc, les objectifs par rapport à cette amélioration de distribution, donc, il y en avait 5. Le premier, c'était donc effectivement d'accélérer la fréquence de livraison en magasin. Donc, en 2015, on a 400 magasins et les magasins étaient livrés une fois par semaine. Depuis 2015 à aujourd'hui, on livre 50 magasins avec la première étape, donc 50 magasins 2 fois par semaine. Et notre objectif à la fin de l'automatisation de notre système, c'est de livrer 100 magasins 4 fois par semaine. Donc en améliorant en accélérant cette fréquence, ça permet de ramener d'amener le bon produit au bon moment dans le magasin pour améliorer les ventes. Le second point, donc améliorer l'ergonomie des postes de travail dans l'entrepôt. Donc, comme vous voyez sur la photo, aujourd'hui, notre process historique, c'est un système de rôle où les opérateurs avancent, poussent le rôle dans tous les stocks pour faire le picking dans les emplacements. Donc, aujourd'hui, un opérateur, il pousse son rôle donc, toute la journée sur une distance qui représente à peu près à 12 km par jour. Le troisième point, donc améliorer la densité de stockage dans l'entrepôt. Alors dans deux axes. Donc un, effectivement, un peu comme le système qu'on parlait tout à l'heure sur le système AutoStore, donc optimiser le stockage sur la hauteur. Et puis également, ça nous permet nous aussi d'améliorer le stockage dans nos racks
Là, comme vous voyez sur la photo, le niveau 1 et 2, c'est nos stocks réserves et tous nos niveaux au sol sont nos stocks picking. Donc, tout ce stock-là, il faut qu'il soit accessible, le stock picking. Et aujourd'hui, finalement, ça double nos références sur la partie stockage, une en picking en réserve. Donc, en automatisant, ça permet de supprimer tout ce stock picking et faire que du stock réserve. Le quatrième point, donc améliorer la qualité de service pour nos points de vente. Donc, c'est ce que je disais, hein, ça permet l'objectif, c'était vraiment d'apporter dans notre magasin le bon produit au bon moment, ce qui n'était pas vrai aujourd'hui, parce que finalement, la paire qui était vendue aujourd'hui, dans le meilleur des cas, le magasin recevait une semaine après. Donc, ça obligeait de surstocker les magasins pour couvrir cette semaine de délai. Et puis, le cinquième point, donc absorber les départs en retraite par de la productivité. Alors, c'est chez Gémeaux, donc le groupe Aram, aujourd'hui, c'est une population, c'est une société qui a jamais licencié, donc qui a toujours gardé tous ses effectifs. Et au fur et à mesure que les sites de production ont fermé en France, l'effectif a été repositionné sur la partie logistique. Donc, on a toujours, tout est resté en manuel, du coup, pour garder l'effectif et pas de faire de plan de licenciement. Et là, on arrive justement avec des personnes avec un grand nombre de personnes qui partent en retraite. Et du coup, pour compenser ces départs en retraite, on profite de cette situation-là pour automatiser. En 2015, on est à peu près 200 personnes sur le site chaussures. Aujourd'hui, on est 140. Et puis, on a encore une trentaine de départs dans les 2 ans à venir. Donc, l'objectif, c'est vraiment que notre projet se finalise avec les départs en retraite à vision 1 ou 2 ans. Donc, la solution, donc notre solution par rapport à ces objectifs-là, pour nous, il y avait une solution, c'était vraiment d'installer un préparateur de commandes automatisé. On voulait garder quand même une certaine flexibilité pour répondre à un besoin ponctuel qui pouvait y avoir en magasin. Si on avait, par exemple, une vente, s'il y a une vente qui explose en magasin, la possibilité de garder de la disponibilité en palette pour pouvoir faire un one-shot et pousser tout en magasin rapidement. Donc, on voulait garder cette flexibilité-là et puis automatiser un maximum le quotidien. Donc, la solution a été de choisir un préparateur de commandes automatisé avec, comme on disait tout à l'heure, les classiques de CloudStore. Donc, effectivement, on a été en contact avec Swisslog sur notre projet pour automatiser toute notre préparation. Et puis, une autre société qui s'appelle Automatic Logistique, qui, elle, est spécialisée dans la préparation, dans des robots de préparation en pharmaceutique, donc pour la distribution de médicaments. Donc Swisslog qui est très bien. La difficulté qu'on a eue de notre côté, c'est qu'effectivement, c'est un système à bac. Et avec nos paires de chaussures, finalement, on avait du mal à mettre plus d'une ou 2 paires dans une boîte. Donc, on avait beaucoup d'espace vide, finalement, dans nos boîtes, ce qui ne permettait pas d'optimiser au maximum nos mètres cubes dans le bâtiment. La deuxième solution avec Automatic Logistique, donc là, c'est un système qui est d'étagères, en fait, d'étagères qui est modulaire et qui permet de remplir l'espace du bâtiment comme on le veut. Ils sont spécialistes dans la pharmacie, donc dans les réserves, c'est souvent des petits espaces, des endroits assez exigus, et ils arrivent à moduler en fonction vraiment de la surface du local. Et aujourd'hui, c'est une société qui vient d'implanter en France, elle représente à peu près 26% du marché sur la partie pharmaceutique. Et ils ont la volonté de se développer sur l'industrie et la logistique. Ils ont quelques installations de réaliser actuellement. Et le projet avec Gémeaux, c'était vraiment de faire une installation XXL sur la préparation de commandes. Donc, on a fait le choix d'Automatic Logistique. Donc,
l'organisation, le projet en lui-même, donc c'est une installation dans un bâtiment qui fait 4000 m², avec un objectif donc de réaliser 15 robots, donc l'installation de 15 robots, avec donc 15 postes d'entrée, donc une entrée de chargement pour chaque robot, et 6 sorties, donc tous les 15 robots se cumulent sur des convoyants pour tout orienter sur 6 sorties de préparation, avec une capacité de stockage d'environ 200 000 paires, enfin, sur les 15 robots. Alors le principe c'est on charge une paire sur un tapis collecteur qui fait la longueur du robot. Là, on a un bras qui vient chercher la paire et qui vient la stocker sur des étagères. Et les étagères, elles, alors contrairement justement à Swisslog où on a un bac qui prend un volume et qu'on le remplisse ou qu'on ne remplisse pas, le volume est toujours pris. Là, on est sur du stockage alors on va dire en mètre linéaire, c'est-à-dire que le robot qui prend la paire mesure la largeur de la paire et vient la stocker sur l'étagère qui correspond où il y a une place disponible au millimètre près. Donc, ça permet vraiment de densifier un maximum les surfaces de stockage. Donc, l'engagement qu'on a eu avec Automatic Logistique, parce qu'effectivement, c'était un nouveau projet pour eux aussi. Hein. Donc, c'était vraiment de développer une installation donc vraiment XXL. Donc, l'engagement qu'on a eu avec eux, c'était de dire donc, une réalisation donc déjà en 2 phases, donc de faire un POC, valider le POC, et puis ensuite finalisation de l'installation. Le paiement, donc en termes de paiement, à la réception définitive de chaque phase, donc il n'y avait aucune avance financière. Donc la première phase, vraiment à la finalisation de la première phase, il y avait le paiement. Et puis donc à la finalisation de la deuxième phase, le paiement également. Donc aucune avance financière sur le projet. Effectivement, il y avait aussi un effort financier significatif par rapport à ce qui pouvait être proposé par la concurrence sur Xlog, par exemple. Des pénalités de retard sur l'installation. Et puis, au cas où le cahier des charges n'était pas respecté, le démontage de l'installation entière. Donc, c'est vraiment l'engagement de départ, parce qu'effectivement, ils avaient fait des petites installations, mais pas de cette grandeur-là. Donc, pour tout ce projet-là, on a structuré tout l'accompagnement avec les collaborateurs de façon à les accompagner vers ce changement, parce que c'est vrai qu'ils étaient vraiment en mode de fonctionnement, donc tout en manuel, et l'objectif, c'était vraiment de les amener à travailler sur du travail posté. Donc, on s'est fait accompagner par Ergonova, qui est un cabinet conseil sur l'ergonomie, qui a piloté des groupes de travail sur le site avec les opérateurs sur 3 points. Donc, ce qu'on appelle le flux de ramasse-colis. Donc, il y avait toute une phase de ramasse à réaliser pour alimenter le robot. Ensuite, donc, il y a toute l'injection dans le robot. Et puis, l'évacuation en sortie du robot. Donc, il y a eu des ateliers de travail avec 7-8 personnes. Et c'est vraiment eux, à partir des plans, qu'on définit des prototypes, alors au début sur une table avec des cartons, pour définir l'organisation du poste et arriver à des prototypes, donc comme on le voit sur la photo à droite. Donc ça, c'était le prototype de départ, donc un prototype qui était fourni et qui a été validé par les collaborateurs, l'équipe, mais sur les conseils d'Ergonova. Ces prototypes donc, ont été ensuite positionnés à l'entrée du site pour les visualiser, donc pour que toutes les équipes puissent les valider, se mettre en situation et puis avec des réunions d'information régulières sur le fonctionnement. Donc, il y a eu le poste d'entrée et le poste de sortie qui a été réalisé comme ça. Alors, si je fais un petit parenthèse sur Ergonova, l'approche d'Ergonova, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y avait vraiment une approche sur l'ergonomie, on va dire, l'ergonomie de base, mais il y a vraiment une prise en compte, cette société-là prend vraiment en compte l'environnement et prend en compte la personne. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a la meilleure position
à avoir, mais il y a aussi le comportement d'une personne et qu'elle ne soit pas en contrainte permanente pour respecter, une position. Donc, il y a vraiment l'objectif, c'est vraiment de l'ergonomie et en gardant une liberté d'action pour l'opérateur. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on a fait un atelier de simulation de réalité virtuelle avec la société Alfie. Alors, c'est une société donc, qui permet de simuler en 3D et en réel le fonctionnement de l'installation. Donc, on a eu trois phases sur cette partie de simulation. La première, ça a été de réaliser la vision réelle 3D du bâtiment, donc dans sa globalité. La seconde, c'était vraiment de simuler en réel l'opération d'injection et puis l'opération d'évacuation. Donc, de la même façon, on a fait des groupes de travail. Ces groupes de travail ont vraiment testé l'injection vraiment de façon en temps réel, hein, c'est-à-dire qu'on dans les cadences qui sont déterminées en termes d'objectifs, pour simuler, voir la faisabilité, si c'était rapide, si c'était en termes d'ergonomie, le poste qui avait été défini était bien ou pas. Et le résultat a vraiment été excellent. Et donc ça, c'était pour une partie de l'équipe. Il y a eu une dizaine de personnes qui ont fait ce test de réception et d'expédition. Et puis après, on a fait un film qui permettait de vraiment voir tout l'environnement 3D en réel du bâtiment. Ce qui fait qu'on a présenté ça à toutes les équipes et ça a vraiment permis de se projeter, de se dire c'est notre nouvel environnement de travail, la situation de notre nouvel environnement de travail. Donc, sur la réalisation, donc, ce qu'on voit là, c'est un robot, donc avec le principe d'étagères de chaque côté. Donc, les étagères ont vraiment été calculées, dimensionnées par rapport à notre volumétrie et la hauteur de nos boîtes, de façon à optimiser au maximum. Et puis après, le robot, lui, vient stocker à droite ou à gauche, avec une possibilité de faire du multipitting également, de prendre 2 ou 3 paires à suivre pour distribuer. Donc sur cette réalisation-là, donc aujourd'hui, on est encore sur le POC. Donc le POC, c'était l'assemblage de 4 robots sur les 15. Donc c'est la photo qu'on voit en haut à droite. Donc il y a 4 robots avec les postes d'injection qui sont les 4 postes d'injection. Où là, on reçoit donc les colis. On ouvre les colis et on injecte les boîtes les unes après les autres. Ensuite, c'est stocké par le robot à l'intérieur. Et après, on lance notre commande magasin par magasin et ça envoie sur des convoyeurs qu'on voit donc sur la photo en dessous, à droite, sur ces convoyeurs de sortie. Donc, on a 6 convoyeurs de sortie. Et on reçoit donc les magasins les uns après les autres et il nous reste plus qu'à remplir notre rôle pour l'envoyer en magasin. L'adaptation, donc il a fallu faire l'adaptation du robot pour la version XXL. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée parce qu'on a les paramètres qui étaient utilisés dans leur solution, on va dire à petite échelle, ont vraiment évolué et ont complexifié vraiment le fonctionnement de l'installation. Aujourd'hui, on a validé la réception provisoire. La réception définitive n'est toujours pas faite, tout simplement parce que les robots fonctionnent, mais aujourd'hui, on n'est pas aux performances attendues. Donc, la situation à date, donc si on fait un petit point sur les forces du projet et puis ses faiblesses. Donc, les forces, donc la phase 1 est fonctionnelle et donc l'installation fonctionne et ça c'est le point fort. La relation en mode partenariat avec le fournisseur, donc au fur et à mesure de notre relation et des difficultés, on a rencontré des difficultés quand même, ça a vraiment été de
de se dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas, et finalement on a fini par se dire on y va avec une relation vraiment partenariat, des prises de risque de ce côté et d'une autre pour continuer, et on est tous convaincus que, enfin, le fournisseur oui, mais nous aussi, qu'à terme les performances seront atteintes sur ce robot. Je vous avais dit paiement le paiement sur la première phase et puis paiement sur la deuxième phase. Donc, les paiements sur la première phase, donc on arrivait en phase en réception provisoire, donc ce n'est pas définitif effectivement. Maintenant, donc, il y a eu une renégociation de contrat, et aujourd'hui, donc on fait un paiement mensualisé sur la durée de l'amortissement sur ce POC. Et puis, dans tous les cas, si l'atteinte des performances ne sont pas au rendez-vous avec l'installation actuelle, il y a un engagement du fournisseur pour doubler les robots dans chaque allée pour atteindre la performance. Donc, en termes de performance, aujourd'hui, l'objectif, un mouvement robot, l'objectif du contrat, c'est 10 secondes. Et aujourd'hui, on est à 22-23 secondes du mouvement. Donc, en doublant les robots, on sait qu'aujourd'hui, on atteint les performances. Sur les faiblesses, donc notre fournisseur, donc ça, je pense qu'il faut le prendre en compte, un manque de ressources par compétence. Donc, en fait, c'est une petite société, je crois que c'est une centaine de collaborateurs en Normandie, et un service de développement où on a une personne par compétence. Et ça a vraiment été un frein sur le projet, parce que finalement, quand on avait un blocage, par exemple, de développement sur la partie robot, on n'a qu'une personne qui avait la compétence, et du coup, on avance à la vitesse de la personne. Donc, ça a vraiment complexifié la réalisation de ce premier POC. On a eu quelques soucis de fiabilité de pièces, parce qu'effectivement, les pièces qui étaient utilisées sur des petites installations, sur des grosses installations, ça ne marchait pas. Ça devenait à casser. Pardon, Olivier, je t'interromps. Je t'invite à conclure rapidement. On va passer après aux réponses aux questions. Oui, j'avais la fin. Et puis, donc la phase 2 est toujours en attente. Et puis, donc, on a un an de retard par rapport à ce qui était prévu, avec le Covid inclus. Donc, sur le global, on a un système qui fonctionne mais qui n'est pas performance, avec du retard. Donc, bien lié au Covid, mais pas que, aussi parce qu'on est sur une petite société qui n'a pas toutes les ressources en fonction des compétences. Donc, on doit valider, nous, le POC fin janvier. Donc, ça, c'est ce qu'on doit déterminer fin janvier pour enclencher la phase 2. Voilà, je vous remercie tous. Très bien, merci Olivier. On va pouvoir passer aux questions. Alors, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'organisation projet. Donc, pour toi, Olivier, donc projet Gémeaux, quel retour sur investissement, quelles prestations d'automatique logistique en termes de SAV, d'hotline, de maintenance à distance, de délai d'intervention, de panne? Et également, quelle organisation chez Gémeaux pour ce projet? Donc, une équipe projet est constituée de quelles personnes? L'utilisation des ressources en place, recrutement de personnes supplémentaires, quelle charge en ETP? Donc voilà, Olivier, si tu as des réponses à ces questions. Ouais, sur la partie projet, donc on avait effectivement une équipe projet, donc on avait un chef de projet. Après, on avait un sponsor qui était le directeur logistique. Et puis après, on avait une personne de chaque service. Donc, on avait une personne de l'informatique, on avait une personne de ce qu'on appelle le métier, donc de l'entreprise. Donc, moi, j'avais un méthodiste de mon équipe, et puis moi-même. Et puis, donc, du côté d'entreprise, on avait le directeur directement en personne qui suivait le projet, directement. On a un point toutes les semaines, donc tous les vendredis, il y avait un point d'avancement avec l'équipe projet et puis directeur de la société. Voilà sur le déroulement. Et puis on a des équipes, donc il y a toute une équipe pour l'installation qui est venue sur site. Et on a aujourd'hui deux ingénieurs chez eux qui passent pratiquement 100% de leur temps
dans l'accompagnement et l'amélioration de la performance. Très bien. Donc, en termes de prestations, SAV Hotline maintenant, c'est eux qui réalisent, j'imagine. Alors, le SAV, donc, c'est une solution qui est toute pilotée à distance, dont tout le soft est piloté à distance de chez eux. Donc, ils interviennent sur tous les défauts soft, ils interviennent à distance. Et sur toute la partie mécanique, alors là, on démarre juste cette partie-là sur la partie mécanique. Ils nous ont laissé donc tout le matériel, donc toute la pièce détachée en spare sur chacun des points. On a par exemple un robot carrément un robot d'échange. C'est-à-dire que dès qu'il y a une panne, eh ben, pour ne pas perdre de temps, on change de robot en gros en système de clips. C'est-à-dire qu'on défait le robot, on le change, on le remet et après eux viennent le prendre et le dépanner. Et puis après, bah, tout ce qui est roulement, ça c'est ils sont en train de nous former pour qu'on soit autonome sur cette partie-là. D'accord. Et en termes de ROI, est-ce qu'on a quelque chose actuellement est-ce qu'on a un calcul de retour sur investissement de la solution? Ou est-ce que c'est encore trop tôt peut-être? Ouais, il a un peu trop tôt. Aujourd'hui, sur une performance manuelle où on n'est pas loin de ce que disait tout à l'heure Erwan, on est sur du 80, enfin dans le meilleur des cas sur du 80 paires à l'heure. L'objectif demain, sur un robot, vous voyez, en sortie, on sera sur du 600 par sortie. On sera à 3600 paires à l'heure. Bon, après, il faut prendre la partie chargement avec, mais on estime à au moins 2 fois plus. D'accord. On devrait doubler la performance. Oui. Olivier, je t'ai coupé? Non, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, autre question, manque de ressources par compétence, dans quelle proportion? Ah bah, là, par exemple, sur le développement, il y a le robot, en fait, c'est trois softs différents qui doivent communiquer ensemble. Et en fait, il y a une personne par soft. Et dès qu'il y a une difficulté sur un, faut attendre, on est obligé d'attendre que cette personne-là avance sur sa problématique pour avancer sur les autres points. Là, aujourd'hui, je pense qu'à certains moments, on aurait eu 2 ou 3 personnes au moins 2 ou 3 personnes sur une compétence, on aurait gagné énormément de temps. C'est vrai que c'est la grosse complexité des projets intralogistiques, c'est d'arriver à faire dialoguer un automaticien avec un informaticien, avec l'informaticien local qui gère la partie ERP. C'est souvent là où on a les écueils, d'où le travail de préparation des interfaces et d'où le besoin d'avoir un interlocuteur ou un intégrateur qui arrive à marier tous ces différents technos. Parce que vu de haut, on peut avoir l'impression qu'un automaticien et un informaticien, c'est un travail qui est très proche, et finalement, on se rend compte que ce n'est pas toujours des gens qui arrivent à dialoguer entre eux. Ouais, exactement. Alors nous, sur la partie ERP, on a eu la chance vraiment d'avoir, nous, de notre côté, notre équipe informatique, d'avoir la personne informatique qui était sur le projet, avait une bonne maîtrise, avait vécu beaucoup de projets. Du coup, il avait vraiment bien structuré le besoin et ça avait été bien compris du côté de notre fournisseur. Et c'est vrai que cette partie-là, c'est bien passé. Mais c'est vraiment chez eux sur la partie, sur les différentes parties du robot finalement où ils ont eu des difficultés de communication. Alors communication, communication informatique, hein, pas de dialogue. Mais c'est vrai que ce sont des projets qui mêlent souvent beaucoup d'expertise, à savoir une expertise au bâtiment, parce que bien souvent, il faut pouvoir adapter le bâtiment à l'équipement qui va aller dessus. Et puis, il y a tout, après, les aspects réglementaires, les aspects sécurité, les aspects d'automatisme, de mécanique, de pneumatique, d'informatique. Et toutes ces technologies-là ont besoin de cohabiter entre elles et d'être bien orchestrées, encore une fois. Et d'où l'importance d'avoir une gestion du projet qui soit la plus poussée possible. Très bien. Alors, très rapidement, on va prendre une dernière question pour ne pas dépasser trop l'horaire qu'on avait donné. Les questions auxquelles on n'aura pas répondu, on les récupérera et on y répondra par mail plus tard. Mais pas de problème, on y répondra de toute façon.
Donc, dernière question, prise en compte des aspects cognitifs. Donc, j'imagine que c'était par rapport à l'intervention d'Ergonova. Est-ce que les aspects cognitifs sont pris en compte également? Alors, dans quel sens? Alors, j'imagine que c'est dans le sens ergonomie pour tout ce qui est réalisation des gestes, mais ergonomie cognitive aussi, c'est-à-dire peut-être donner des informations, j'imagine, dans ce sens-là. Peut-être si la personne veut nous repréciser sa question plus en détail. Hop, traitement de l'information. Ouais, alors, donc traitement d'information. Alors, on a sur la partie la partie écran. Alors les écrans, tous les écrans de communication, d'échange entre l'humain et le robot ont été définis par l'équipe projet métier et la validation derrière du groupe de travail. Alors, je ne dirais pas c'est Ergonova lui-même, c'est vraiment le groupe de travail avec les opérateurs. Très bien. Donc, ils nous ont accompagnés, ils ne nous ont pas forcément piloté sur cette partie-là. Très bien. Bon, donc nous allons nous arrêter là pour les questions-réponses. Donc merci encore à Erwan et Olivier pour leur participation à ce webinaire. Merci à tous de votre présence. Donc j'espère que vous aurez trouvé des informations intéressantes au travers de ce webinaire et qui vous seront, je l'espère, utiles pour la suite. Et nous restons à votre disposition pour toute question. Et nous vous remercions encore une fois de votre présence. Ici à l'écran, vous voyez les prochains webinaires qui seront organisés par le PASCA. Donc, dans 2 semaines, ce sera le prochain qui aura pour thème la fidélisation des salariés et les marques employeurs, donc le mardi 26 janvier. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et puis et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée.